Isabelle Surplis, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes conseillère régionale et également conseillère municipale d'opposition ici à Saint-Chamond. On va tout d'abord parler de la région. On a quelques questions. Aujourd'hui, vous siégez où et avec qui? Alors aujourd'hui, je siège au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe LIS, Liberté, Identité, Souveraineté, avec 3 autres amis conseillers régionaux qui étaient anciennement, comme moi, au RN dans l'ancien groupe régional. Pourquoi vous n'êtes plus au RN? Ça, je l'ai longuement expliqué, pour des divergences de fond et de forme, et pour pouvoir acquérir une liberté d'opinion et d'action, on a choisi de créer un groupe qui, pour nous, vraiment figure une ouverture vers l'unification des droites. Je vous ai vu l'an dernier aux législatives avec, pas l'étiquette, mais vous étiez un peu poussé par Reconquête. Pourquoi j'ai été soutenue. Pourquoi pas être avec Reconquête? Ça se passe comment? J'ai été soutenue par Reconquête. Alors les législatives, c'est toujours une élection locale, même si elle est nationale, importante. Et Reconquête m'a apporté son soutien d'abord, antérieurement, sur ma mise en examen au sujet de la mosquée de Saint-Chamond. Comme vous avez pu le savoir, j'ai été mise en examen à cause de cet imam qui a été fait expulser par les services de préfecture. Et donc, ce sont été un peu les premiers à m'avoir soutenu. Il y a aussi l'ASLA, qui est l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Et naturellement, aux législatives, ils m'ont proposé de me donner leur soutien, que j'ai accepté, puisque je pense que et je l'ai toujours dit dans la presse, on est d'accord à 90% sur tous les sujets, sur les fondements même de mes motivations politiques. Donc très naturellement, je suis partie aux législatives comme ça. Justement, aujourd'hui, on a du mal à avoir finalement une différence entre le RN et Reconquête. C'est quoi la différence fondamentale, ou alors il n'y a pas vraiment de différence? En fait, je pense qu'il y a une espèce de complémentarité qui s'opère, parce qu'effectivement, on ne peut pas être d'accord sur tous les sujets. En revanche, il y a un réel besoin pour les Français de s'attaquer aux racines du mal de l'immigration. Il y a un réel besoin d'avoir un discours complet là-dessus. Et puis vous savez, les sensibilités sont un peu différentes chez beaucoup d'électeurs. Et moi, je trouve ça plutôt positif parce qu'on a vu chez Reconquête des néophytes, finalement, des gens qui s'étaient jamais engagés en politique, qui avaient envie de le faire, de la société civile. Et je trouvais ça très positif, un peu comme à l'issue de la Manif pour tous, où on a vu des talents émerger, des gens arriver qui mouraient d'envie de faire de la politique électorale, parce qu'on peut faire de la politique dans tous les sens du terme, associative, sociale. Et finalement, ça, je trouve, participer au réveil français, c'est positif. Aujourd'hui, dans les débats, sur les plateaux de télévision, quand on traite quelqu'un d'extrême droite, on a l'impression que c'est une insulte. Est-ce que vous êtes d'extrême droite et est-ce que pour vous c'est une insulte? Je vais vous faire une réponse un peu facile, mais je vais étayer. Moi, je suis d'extrême France. Alors, je l'ai déjà dit en conseil à Hervé Reynaud, l'extrême droite, ce sont des mouvements, en fait, si vous voulez, qui contestent les élections, la démocratie, qui refusent de s'inscrire dans un système électoral. Donc, en fait, nous, on est un peu tout le contraire. Moi, je refuse ce terme, même si la presse locale s'en amuse, s'ils considèrent que dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, et des vérités et rechercher la manifestation de la justice, s'ils considèrent que c'est l'extrême droite, et si ça leur fait plaisir, je leur laisse le dire. Est-ce qu'on ne ramène pas toujours cette idée de l'extrême droite à, finalement, il faut le dire le mot, à Adolf Hitler? Si, il y a toujours le point Godwin en attendant derrière leur tête, mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que nous, les actes, par exemple, dans l'équipe municipale, on les pose. Et j'ai beaucoup de gens en fait qui me disent « Ah, c'est incroyable, on vous a collé une affiche d'extrême droite, d'inaccessible, un peu comme si on mangeait des migrants au petit déjeuner ». Je leur dis souvent cette phrase, mais on veut absolument, en fait, le système politique adverse veut nous coller cette étiquette. Force est de constater qu'avec nos actions politiques, ça colle pas et l'étiquette, elle s'en va toute seule. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie de la droite? Comme notamment le nouveau patron des LR, Éric Ciotti, qui finalement, sur beaucoup de débats, notamment l'immigration, a finalement presque le même langage? Alors oui, il a le même langage. Alors ça dépend des périodes électorales, bien sûr. En revanche, dans les actes, c'est pas ça. Encore une fois, c'est la droite des caucus que j'appelle. On est à Saint-Martin-en-Coyeux, donc du coup, on a nos amis paysans qui vont travailler. Non, Éric Ciotti n'est pas
n'est pas fait du même bois que nous. Qu'est-ce qui me différencie de la droite? Tout simplement les actes qu'on pose, les enquêtes qu'on mène, les victoires qu'on obtient, le courage qu'on peut avoir avec mon équipe sur certains dossiers chauds comme l'expulsion de l'imam de Saint-Chamond, comme l'inscription aux Journées européennes du patrimoine de la mosquée Migorus, comme des dossiers financiers, comme la soirée des vœux. Donc, nous, vous savez, dans le mot droite, en fait, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Nous, on est avant tout français, et si ça plaît aux gens de nous mettre à droite, tant mieux. Mais je vais encore citer Jean-Marie Le Pen, parce que j'aime bien, qui disait qu'il était économiquement de droite et socialement de gauche. J'ai presque envie de vous dire aujourd'hui qu'on est tous un peu dans ce cas-là. Alors non, non. Ou vice-versa. Non, parce que moi j'ai des collègues à la région, pour le coup, non, on a profondément pas du tout, je vais citer, pour ne citer qu'elle, mais Madame Grébert, qui est la tête de file des écologistes à la région Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a pas du tout la même idéologie, on n'a pas du tout le même cortex politique, non, on n'est pas d'accord sur un nombre incalculable de choses, ne serait-ce que les subventions, toujours plus de subventions alors qu'on est en période de disette et de crise économique, toujours plus d'immigration qui sont une chance pour la France. Non, foncièrement, nous ne sommes vraiment pas d'accord sur ces sujets, donc non, on n'est pas tous pareils pour le coup. C'est la beauté de la démocratie française, d'avoir des avis divergents et être tous français. On a comparé un peu vos idées, vos programmes avec Éric Ciotti, et si on revient à la région, pareil, avec Laurent Wauquiez, finalement, vous avez des points communs, des accroches. On a des points communs, on ne se cache pas de se le dire, de manifester publiquement ou en off. Maintenant, je trouve que tant qu'il n'aura pas éradiqué toutes les verrues qu'il permet de laisser dans ce budget, qui est quand même un budget régional à près de 5 milliards d'euros. Enfin, c'est énorme, en fait, je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte, mais c'est presque 5 milliards d'euros. Voilà, il nous reste quand même des subventions à des associations wokistes, des associations qui appartiennent au lobby LGBT, minoritaires certes, mais extrêmement puissants. On a le Festival des écrans mixtes. Voilà, moi j'ai fait une liste de doléances, j'ai toujours pas eu de réponse, il y a 3-4 mois maintenant. Mais en quoi ça vous gêne qu'il y ait les LGBT, qu'il y ait des subventions ? On est en 2023, non? On a le droit d'avoir des opinions différentes. C'est vrai. On tolère vos opinions qui, a priori, ne sont pas les bons par rapport à la norme. Donc pourquoi les LGBT, ça vous gêne? Moi, ça ne me gêne pas. Donc, en fait, pour plusieurs raisons. Parce que la politique de Laurent Wauquiez s'est toujours opposée. Je vais vous donner un exemple. C'est toujours opposé au lobby LGBT. Quand il est arrivé en 2015, quand il a été élu à son premier mandat en tant que président de région, il a annoncé en fanfare qu'il allait couper les subventions aux associations LGBT et au lobby. Et il a coupé la subvention au Festival des écrans mixtes, qui était une subvention en fait de, si ma mémoire est bonne, 3 000 € par an à peu près. Après, les festivals, je pense qu'il faudrait les regarder tous au cas par cas. Et celui-là n'est pas des moindres, puisqu'il est subventionné depuis très longtemps, depuis l'ancienne mandature socialiste Kéran. Et il annonce qu'on arrête. Voilà, on va favoriser d'autres festivals, ce qui est une très bonne raison de critère. Donc ça s'arrête, et puis comme nous sommes consciencieux dans les dossiers, elle revient. Elle revient 3 ans plus tard. Non seulement elle revient, mais elle est quasiment triplée, voire plus, puisque maintenant ce n'est pas 3 000 € qu'on leur donne, mais 10 000 € par an. Donc en fait, comment vous voulez avoir confiance en quelqu'un qui annonce avec grandiloquence cesser cette subvention et qui revient, enfin par la grande porte, il la sort par la grande porte et elle revient par la fenêtre. Mais quand on parle de subvention, on parle aussi souvent d'emploi. Donc quand on supprime des subventions à des festivals, à des associations, on perd aussi des emplois. Non, alors non, c'est pas vrai, puisque en fait, d'abord, le principe de la subvention, et c'est important de le rappeler, et pour le coup, on n'a pas la même vision que la gauche et l'extrême gauche sur ce sujet. Le principe de la subvention, c'est soit pour sauver, mais c'est avant tout pour lancer. Quand vous avez des associations ou des CCAS, comme à Saint-Chamond, qui vivent avec une trésorerie immobilière de 400 000 €, sur l'année, je pense vraiment, enfin c'est pas que je pense, c'est que je sais que certains organismes, certaines structures n'ont aucunement besoin d'argent public parce qu'elles sont subventionnées par ailleurs. Il y a, n'oubliez pas, il y a aussi l'État, il y a le département, il y a la métropole, voilà, et puis il y a les fonds propres, mais voilà, la subvention vraiment n'est pas un dû, et on a beaucoup ce discours-là à la région, de la part des écologistes, de dire pourquoi vous avez arrêté ou réduit, vous leur deviez.
En fait, non. En fait, on ne doit rien parce que ça reste quand même les impôts des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous rappelle, et j'aime bien le dire souvent, que à chaque fois que vous faites un plein, que vous faites le plein de votre véhicule, vous financez directement le conseil régional. Donc, vous financez directement les associations que Laurent Wauquiez choisit de subventionner. Aujourd'hui, c'est quoi votre rôle au conseil régional? C'est de soutenir la politique, c'est d'amener des propositions, c'est de proposer d'autres choses. Comment ça se passe là aussi? Quel est finalement le rôle d'un élu d'opposition? Ça, c'est une... Pas très d'opposition, si j'ai bien compris. C'était trait d'union, trait d'union des droites. Écoutez, moi j'ai toujours considéré que nos mandats locaux, c'était pour se mettre au service des habitants et des gens. Donc déjà, premièrement, c'est être à l'écoute des habitants et de leurs demandes. Deuxièmement, nous sommes des garde-fous. Nous sommes dans l'opposition. Donc, si on avait voulu voter à la totalité des dossiers et des budgets de Laurent Wauquiez, on se serait mis sur les listes de la majorité de Laurent Wauquiez. Donc, garde-fou veut dire étudier les dossiers consciencieusement, les trier. Alors, vous vous en doutez, 5 milliards, quasiment 5 milliards par an, c'est pas possible à étudier dans sa totalité. Il faudrait vérifier chaque centime. Donc on va se concentrer plutôt sur des secteurs. Et à partir du moment où on voit des choses qui sortent, et c'était pour répondre à votre première question en fait, pourquoi s'opposer au lobby LGBT? D'abord parce qu'ils font du mal, deuxièmement parce que ce n'est pas la ligne de Laurent Wauquiez, en tout cas pas celle annoncée, Non, mais et ce n'est pas la nôtre non plus, mais voilà, c'est comme les associations qui installent des migrants dans la région et qui favorisent leur installation. Donc notre rôle à nous, voilà, c'est d'être ce garde-fou et après d'être force de proposition. Voilà, ce troisième volet est hyper important parce que, par exemple, moi j'ai réussi à faire voter un concours d'éloquence dans les lycées qui n'existait pas jusqu'à maintenant, l'année dernière, qui sera mis en place cette année en 2023, à partir de septembre 2023. Je suis ravie parce que ça veut dire qu'il y a une vraie possibilité de travailler avec la majorité de Laurent Wauquiez. Et faire sauter des dossiers, comme je vous disais en deuxième point, être un garde-fou, c'est faire sauter la subvention de Filaction, c'est les mettre en garde sur certaines associations qui ne sont pas, ne posent pas d'action en faveur du bien commun, pour faire large. Donc voilà, c'est tout ça. Et c'est surtout être sur le terrain au quotidien. Parce que c'est pas parce que il suffit d'émarger, en fait, si vous voulez, à la région, on touche 2 000 €. Moi, j'ai aucun problème à dire les indemnités. On touche, chaque conseiller régional, en tout cas pour notre région, touche quasiment 2 000 € par mois. D'accord? Vous devez reverser quelque chose à votre... Ah non, vous êtes indépendante maintenant, donc c'est tout. Non, alors moi j'ai toujours reversé. J'ai toujours reversé. C'est le Rassemblement national qui a supprimé le virement que je faisais tous les mois. Bon, tant pis, parce que je n'étais pas du tout opposée à continuer. Non, ça c'est un engagement moral, c'est pas une obligation. Chaque conseiller régional touche environ 2 000 € par mois. Ceux qui siègent à la commission permanente, ils touchent quelques centaines d'euros de plus. Bon, ça c'est un truc absurde, mais c'est comme ça. Pour pouvoir percevoir la totalité de cette somme, et en plus nous avons un 13e mois, il faut signer à chaque fois qu'on participe à une commission, ou une assemblée plénière, ou une assemblée de commission permanente. Est-ce que le fait d'être conseillère municipale d'opposition ici à Saint-Chamond, ça vous sert aussi dans votre rôle de conseillère régionale? Alors, l'un apporte à l'autre. C'est l'un apporte à l'autre, puisque conseillère municipale à Saint-Chamond, c'est 0 €. Donc autant vous dire qu'on ne fait pas ça forcément pour les indemnités. Donc si vous voulez, moi, mon salaire, parce que j'estime que c'est un salaire que me verse le contribuable, vos impôts, je les mets au service de mes 2 mandats. Voilà, moi ça me permet de faire le tour de la région, le tour des départements, le tour de la ville, avec cette indemnité régionale, et je mets ça au service de mes 2 mandats. Aujourd'hui, on a beaucoup d'actualités, mais il y en a une que j'ai remarquée qui mobilise beaucoup les élus de la région. C'est la ligne Lyon-Turin. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Un avis tranché, comme je vous connais? Non, j'ai pas toujours un avis tranché, sachez-le. La ligne Lyon-Turin, le problème qu'on a avec des projets extrêmement structurants comme la ligne Lyon-Turin, c'est qu'on a des collectivités autour qui veulent supprimer la totalité du gasoil, la totalité de tous les autres moyens de transport. Donc, est-ce qu'on va faire un Lyon-Turin pour privilégier un seul mode de transport? Est-ce qu'on va le faire pour le compléter? Est-ce que les collectivités qui l'entourent, ce projet,
vont jouer le jeu, et ça j'en suis bien moins sûre. En fait, j'ai toujours trouvé absurde de construire des projets extrêmement bouleversants pour le quotidien des habitants, sans un travail en bonne intelligence avec la métropole de Grenoble qui a vert pastèque à gauche toute. Vert pastèque. Vert rouge pastèque à gauche toute. La métropole de Saint-Étienne qui en ce moment, je pense à d'autres choses, d'autres chats à fouetter qui travaillent des dossiers méga structurants. Vous avez la métropole de Clermont. Parce que tout ça, Lyon-Turin, si vous voulez, ça va impacter. J'aime pas ce mot, mais en fait, ça va rejaillir pas que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait. Oui, c'est aussi économiquement, c'est quand même quelque chose d'attirant, quand même, non? Alors oui, c'est attirant, sauf que ça fait combien de temps qu'on en parle? Pour moi, c'est un peu comme... C'est des serpents de mer comme la 45. Voilà, c'est ça, j'allais vous en parler. Alors, on a quand même une politique de transport individuel extrêmement punitive. Donc, moi j'ai joker là-dessus parce que ils ne font pas ça en bonne intelligence. Voilà. Tout le monde se rejette la faute. Ah oui, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Ah oui, mais la métropole ne fait pas son boulot en tapant sur les automobilistes. Bon, Lyon-Turin, pourquoi pas, mais moi j'aimerais avoir un exposé clair, simple, de qui va payer, comment ça va se passer. Moi je veux un rétro-planning et ce que ça va apporter en plus aux habitants. Voilà, clairement. Pour rester dans la politique politicienne, vous avez beaucoup parlé des métropoles. Moi, je me posais encore hier la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de conseils généraux quand finalement on se rend compte que les métropoles gèrent presque tout? Donc, Après la réflexion, moi, je me disais que réunir les régions, c'était bien. Puis on se rend compte que d'avoir réuni les régions, c'est encore pire qu'avant. Ouais, nous, on a toujours été opposés à ce système de méga-régions. En fait, vous avez des habitants qui ne savent plus... Je vais donner un exemple précis. Vous avez une mère célibataire qui a un enfant handicapé, qui monte un dossier MDPH. Si elle déménage et qu'elle change de département, elle doit changer, elle doit tout renouveler. C'est les départements qui gèrent ça. Voilà, donc je pense que chaque collectivité a son utilité. Moi, si j'étais aux affaires, je reviendrais aux anciennes régions en fait, mais ça a coûté tellement d'argent que c'est un peu idéaliste. Mais on a cherché à éloigner, je trouve, le contribuable des fonctions. Moi, je me souviens, quand j'avais tracté pour les régionales en 2014, les gens me demandaient si je voulais être députée. Donc en fait, on a déjà un problème, on a un défaut d'information, on a un défaut de connaissance des compétences. Vous dites on a un défaut d'information, mais on a l'impression qu'on a trop d'informations justement. Ah, mais on n'a pas les bonnes. Et qu'on n'arrive pas à faire le bon tri. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas les bonnes. On n'a pas les bonnes et on a vendu aux gens que les super régions faciliteraient leur démarche. Et en réalité, ils sont perdus. On leur a vendu des économies qu'on ne fait pas surtout. Qu'on ne fait pas. Je vous rappelle quand même qu'on a fini de construire l'hôtel de région de Clermont-Ferrand à la veille de la fusion. Donc en fait, c'est délirant. Donc on fait quoi? On les supprime, ces conseils départementaux, enfin généraux maintenant? Non, conseils départementaux, c'était généraux avant. Non, parce que je pense qu'en fait, ça gère quand même les... alors c'est un guichet automatique, hein. C'est-à-dire en fait, le conseil départemental de la Loire, en l'occurrence, 60% de ses dépenses, c'est des prestations sociales. Déjà, ça serait à repenser sur les conditions. Ah, merci Saint-Martin. Vous êtes sauvé par le gong. Ouais, non, déjà. Ensuite, ça gère quand même les collèges. Énormément. La culture, tout ce qui est handicap. Donc non, en fait, ces collectivités territoriales, il ne faut pas les supprimer, il faut les restructurer. Mais la région pourrait le faire, non? Non, c'est pas à elle de le faire. Alors pour le coup à l'État, parce que je vous rappelle quand même que en fait, ces fusions de régions n'ont pas été voulues par les collectivités elles-mêmes. Donc non, ça serait à repenser. En fait, le millefeuille territorial, il faut le redécouper et refaire plusieurs strates, parce que avoir fait des méga strates, ça a éloigné ses compétences des gens en fait. Si vous étiez... C'est l'Angélus. Vous voyez, on n'a pas besoin de montre, on sait que c'est midi. Voilà. Si vous étiez au pouvoir à la région, vous changeriez quoi? Waouh. Ça, c'est pas mal de choses. En fait... Je parle pas de la tapisserie. Hein. Non, bien sûr. Si j'étais au pouvoir, alors ce serait pas moi personnellement, mais je changerais les critères d'attribution de subventions. Je changerais cette communication permanente, en fait, qui ne sert qu'une réélection prochaine.
Ou un tremplin pour des élections présidentielles. Oui, déjà, je ne m'en servirais pas pour ça. Je serais plus là. Parce que voilà, on a un président quand même qui n'est pas beaucoup là et que je trouve vraiment que c'est problématique. Je convoquerai plus souvent mes élus, puisque moi je trouve que faire venir les élus une fois tous les 2-3 mois, en fait, c'est pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux. Du coup, on en vient à décider et à voter des subventions sèches à huis clos, qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, de millions d'euros parfois, hyper rapidement. Donc non, moi je réformerai déjà la façon démocratique d'étudier les dossiers. J'enverrai pas les dossiers 5 jours avant, j'enverrai encore moins des dossiers le jour même. Voilà, et puis je reverrai tout ce système de copinage. Moi, si j'étais chef du monde, je supprimerais le Césaire, qui est... Chef du monde, ça c'est ambitieux, ça. Voilà, si j'avais une baguette magique, je supprimerais le Césaire, qui est pour moi une relocalisation de copains. Vous savez, c'est ce conseil économique, social et environnemental, régional, qui a plus d'une centaine... alors, ce ne sont pas des élus, parce qu'ils sont nommés en fait par la préfecture et le président de région, mais ce sont des membres qui touchent une indemnité, qui rendent un rapport toujours en faveur de Laurent Wauquiez régulièrement. Voilà, enfin c'est... moi je supprimerais toute cette gabegie incroyable, ces effets d'annonce. On avait aussi les fameux portiques de sécurité des lycées qui deviennent un tourniquet pour badger sa présence au réfectoire, à la cantine, quoi. Voilà, je pense qu'il y a un vrai travail de réforme de ces collectivités-là à faire. Pour en revenir à la politique nationale, ça fait 2-3 élections qu'on voit le fantôme. On nous dit attention, Marine Le Pen va gagner. Et chaque élection, elle s'en rapproche. La prochaine, on l'annonce même gagnante. Donc après, en 3 ans, il va se passer pas mal de choses. Comme les 2 dernières fois. C'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure. Vous dites tout bas ce que les Français pensent. Enfin, tout haut ce que les Français pensent tout bas. Mais moi, quand je vous écoute, quand j'écoute Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour, c'est vrai qu'ils décrivent bien une situation. Mais j'entends jamais les solutions. Ah si, alors là pour le coup... C'est un peu... Non, là pour le coup, vous êtes trop dur. Moi, je me souviens... trop d'immigrés, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait? Je vais redire on les rejette à la mer, on fait mais quoi? non, mais ça vous faites Là, vous faites la mauvaise langue parce qu'on je fais le mec qui pèse des questions. Non, on n'a jamais dit qu'on jetait les gens à la mer. Non, pas du tout. En fait, ce qui avait été déformé à l'époque, je me souviens, c'est le rétablissement. On avait raccourci en rétablissement des frontières. En fait, on avait dit rétablissement des contrôles en frontières. Ce qui est pas du tout la même chose. Ça changera quelque chose, ça? Prestations sociales, oui, tout change. En fait, si vous voulez, c'est pas une mesure ni une mesurette qui va changer le flot, l'invasion migratoire. C'est énormément. Moi, je trouve hallucinant que des déboutés d'asile ne soient pas expulsés. Enfin, je suis désolée, je le redis encore, mais parce que j'en suis très fière. On a fait expulser cet imam qui était comorien, qui vivait en titre de séjour sur le sol Kouramio. On l'a fait expulser en 6 mois. Donc, en fait, c'est possible. Quand j'entends Dupond-Moretti nous raconter des salades en disant que, ah oui, vous comprenez, les OQTF, c'est pas possible. Si, c'est possible. En fait, tout est toujours question de volonté politique. On est à Saint-Martin-en-Coyeux, du coup je me suis fait la remarque que la Sainte Vierge avant l'entrée du village a été restaurée. Bon voilà, quand on veut on peut en fait. Nous ça fait des années qu'on demande ça, on est très contents. Donc vous voyez, c'est aussi simple que restaurer une belle statue du patrimoine vernaculaire. Ça veut dire que vous avez des solutions pour gouverner alors. Bien sûr, non mais en fait il y en a des centaines et on le dit depuis l'époque de Jean-Marie Le Pen maintenant. On n'est pas un peu prisonnier aussi des règles de l'Europe ? On est un peu prisonnier des règles de l'Europe sur certains aspects, en revanche sur d'autres non, absolument pas. Je vous rappelle que parfois, même souvent, ce sont l'Union européenne donne des directives et des conseils. J'en veux pour preuve, on en avait parlé à la région sur l'abattage rituel, où Johan César d'ailleurs avait perdu un peu son pari, d'affirmer que l'Europe donnait des obligations d'étourdissement. C'est faux. C'est faux. Laurent Wauquiez m'a donné raison en séance même en disant que c'était des recommandations. Donc voilà, c'est pas la toute puissance. L'Union européenne, c'est pas Dieu. Hein, donc on a encore une souveraineté nationale très utile, donc il faut l'utiliser. Et on l'utilise, à mon avis, à l'avis de beaucoup de Français, pas du tout suffisamment.
On revient à Saint-Chamond. Quel est votre rôle de conseillère d'opposition bénévole? J'aime bien le terme. Vous l'avez dit, donc il faut quand même souligner quand on est bénévole. Il y a Alors, beaucoup de gens qui rôle, préfèrent regarder la télé que de voilà, s'engager. ça va être les trois mêmes axes que pour la région, c'est-à-dire être un garde-fou, être force de proposition et être au service des gens. Sauf que là, c'est un échelon qui me passionne parce qu'on est au plus proche des gens. Voilà, on est toujours proche des gens avec des problématiques qui sont devant leur porte d'entrée, voire même à l'intérieur, et comme la taxe foncière, par exemple. Et ça, c'est un mandat passionnant parce que, encore une fois, on est au service de 35 000 habitants qui ne trouvent plus d'oreilles depuis quelques années, on le dit, et puis depuis quelques mois, depuis que le maire Hervé Reynaud a annoncé son départ au sénatorial. Donc notre travail avec Nathalie Robert, et c'est notre particularité, Nathalie Robert elle est en carte ORN, moi je n'ai plus de carte, j'ai plus d'étiquette politique et c'est ça qui fait notre force, c'est de rassembler un peu toutes ces sensibilités de droite souverainiste, de droite nationale. Notre travail avec Nathalie, c'est de faire des propositions, comme on a pu le voir avec le vœu sur le parrainage d'un soldat arménien qui a été voté à l'unanimité, ça c'est assez historique. Voilà, donc on a repris la proposition de l'association arménienne et puis on a gravé dans la roche cet engagement et puis on a un peu secoué aussi, c'était assez amusant de le voir parce que comme je m'en doutais un peu, en fait l'association arménienne avait fait cette demande le 24 avril et jusqu'à ce que je m'en mêle, rien n'avait été entamé. Donc voilà, c'est bousculer les lignes, bousculer une majorité qui a trop l'habitude qu'on lui laisse faire ce qu'elle a envie de faire. C'est fouiller dans les factures, chose c'est vraiment très étonnant, personne n'avait jamais fait auparavant. Voilà, c'est découvrir que pour la cérémonie des vœux de 2023, alors que j'avais demandé la totalité des factures, alors que le maire m'envoie un recommandé en me disant que j'ai pu consulter la totalité des factures, j'en trouve deux. J'en trouve deux qui ne m'ont jamais été communiquées par ailleurs, grâce à mon équipe et à nos enquêtes. Voilà, c'est proposer de baisser la taxe foncière et voir un refus extrêmement violent de la majorité de Reynaud qui nous dit que c'est irresponsable et démagogique. Donc, si certains nous regardent, je vous donne rendez-vous en septembre, fin août, début septembre, quand vous recevrez votre taxe foncière. Je pense que ça va être sympathique. Nous pourrons ensemble du coup voir comment on peut agir pour que la majorité d'Hervé Reynaud se réveille un peu parce que ce n'est ni irresponsable ni démagogique. Voilà, je suis intarissable sur notre mandat d'élu local parce que c'est tous les jours des mails qui nous parviennent, des demandes, des problématiques. C'est trouver une école à une enfant atteinte de troubles autistiques. Grâce à mon mandat d'élu régional d'ailleurs, vous voyez, c'est un peu transversal. Ça se complète. Voilà, c'est un vrai boulot. Vous avez senti une différence de climat, les choses ont changé depuis justement la candidature de monsieur le maire au Sénat? Ouais, c'est assez curieux. Oui, tout à fait, puisque moi je suis régulièrement alertée par certains de ses proches, j'ai envie de dire, qui indirectement travaillent pour lui, qui me disent qu'il est absent, qu'ils s'en fichent, qu'il se voit déjà sénateur. Mais alors attention, rien n'est joué, faut toujours un peu se méfier. Il est très étonnant qu'il se soit annoncé si tôt. Voilà, il a une manière de gérer maintenant et de répondre à nos questionnements. Vous voyez, par exemple, je peux vous annoncer aujourd'hui que sur toutes mes demandes de documents de dépenses publiques des années passées, je n'ai eu aucune réponse. Aucune. Donc, je vais saisir la CADA. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? En fait, je vais saisir une autorité administrative. Et puis, je ne comprends pas pourquoi il s'emmure dans ce silence et dans ce... Voilà, il est déjà un peu ailleurs. Donc, c'est vrai qu'on s'était demandé... à juste titre, j'avais des habitants, parce que, en fait, là, je reviens sur la cérémonie des vœux. En fait, ce que j'ai trouvé vraiment embêtant, c'est que les gens ne soient pas invités. Il y avait 300 invités, j'ai noté. Non, mais en fait, c'était sur 2 jours. En fait, c'était sur 2 jours. Il y a un soir à 800, un soir à 300. Il y a les vœux du personnel et les vœux aux forces vives. C'est une des premières fois où on voit des vœux porte close, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment pesant dans cette enquête, puisque j'ai été oubliée, donc j'ai pas pu venir aux vœux,
c'est de savoir, les habitants me disaient, est-ce qu'Hervé Reynaud a fait ses adieux parce qu'il se voit déjà au Sénat, ou est-ce que finalement, c'était comment la formule, c'était drôlement bien trouvé, est-ce qu'il a fait un lancement de campagne des sénatoriales aux frais du contribuable? Alors je me suis dit, oui, en effet, c'est très très mal passé cet événement, puisque cette phrase n'est pas de moi. Mais les vœux se font dans beaucoup de villes de la région, et notamment à Saint-Étienne. Une année, j'avais reçu la facture des huîtres aussi, donc vous voyez que c'est pas qu'à Saint-Chamond. Oui, non. En préfecture aussi, on fait des vœux. Mais les vœux, dans la majeure partie des cas, je fais jamais de généralité sans être certaine, mais dans la majeure partie des cas, les communes les ouvrent au public, parce qu'en fait, finalement, c'est toujours pareil, c'est leurs impôts. Donc, moi, je trouve ça un peu vache, L'argent public. totalement indécent. De le fermer. Et du coup, je ne sais pas qui y avait. Je lui ai demandé la liste des invités aussi. S'il ne me répond pas, je vais être obligée de saisir la CADA. Mais Je vous rassure, j'ai été pas invité non plus. Ah, d'accord. Bon. J'ai vu à Lyon qu'on prépare déjà les élections de 2026. Il y a déjà des candidats qui se déclarent. Est-ce que vous, à Saint-Chamond, vous êtes déjà dans cette optique de 2026? Ah oui. Alors moi, j'ai toujours dit... Je vous coupe, mais j'ai vu que vous étiez très célèbre. On voit votre prénom partout sur les murs, notamment à Fonsala. Je me suis dit, mais c'est jusqu'à Geoffroy Guichard. C'est dire si mes beaux-parents étaient fiers. Non, alors plus sérieusement, moi j'ai toujours dit, parce que je trouve que c'est un défaut de certaines formations politiques, j'ai toujours dit que, et j'avais dit à mes gars, à mon équipe, la campagne, le 20, non c'était quand? En 2020, oui c'est ça. Donc on est élu le 15 mars 2020. Le 16, je leur envoie un mail et je leur dis la campagne de 2026 commence aujourd'hui. Oui, vous avez été élu en mars parce qu'il n'y a eu qu'un tour à Saint-Chamond. Covid, élu au premier tour. À Saint-Étienne, le deuxième tour a eu lieu au mois de juin. Donc voilà, je me souviens, j'avais envoyé ce message à tout le monde en disant voilà, la campagne de 2026 commence aujourd'hui. Donc vous êtes déjà dans cette optique? Je suis tout le temps en campagne. Sauf que voilà, parce que moi je trouve ça assez détestable de voir des gens qui ne font pas partie forcément de l'échiquier politique se réveiller un an avant ou 6 mois avant. Voilà, ça débarque. Non, nous en fait on fait un travail de fond. Et d'ailleurs au prochain budget de 2024, il y aura des surprises émanant de notre part parce qu'on s'agrandit, on a ouvert un cabinet secrétariat, j'ai pas mal de gens qui me rejoignent, on se professionnalise et voilà, on grandit. Ça veut dire qu'en 2024, vous allez avoir affaire à un nouveau maire, Saint-Chamond? Alors en 2026... Vous avez des scoops, des rumeurs, non? En 2026, le maire sera une femme. Non mais en 2024, ça en aura peut-être une déjà aussi. 2024 sont les européennes. Oui, mais si M. Reynaud est élu au Sénat, il y aura un nouveau maire à Saint-Chamond. Ah non, alors c'est même plus tôt que ça. Ah pardon. Non, c'est en septembre. Alors c'est dans les 90 jours, je crois. Oui. Donc c'est avant la fin de l'année 2023. On m'a parlé de 4 candidats pour lui succéder. Oui, alors je ne sais pas pourquoi. Alors ça c'est pareil, c'est un peu contre tout bon sens d'annoncer 4 élus de la majorité. Moi mon petit doigt m'a dit, parce que je l'ai entendu, ils sont ou le droit, pas du tout, toujours à droite, sont pas du tout d'accord. Voilà, il y a de grosses tensions sur la succession. Je trouve extrêmement maladroit d'avoir annoncé 4 candidats. Je me demande s'il l'a fait parce qu'on le savait en fait, parce qu'en fait on l'a entendu le soir où ils se sont disputés. Bon, tout ça est un peu... je trouve ça très amateur comme façon de faire. Et puis il n'a pas été élu sénateur encore. Donc, et puis toutes les listes n'ont pas été annoncées. Voilà, peut-être que je pousserai une liste. Je sais pas, on verra. Pour terminer, on pense quoi de votre côté de l'affaire Perdriau à Saint-Étienne? Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que ça vous touche? Ou alors vous en avez vraiment Lyon. Rien à cirer, comme on dit? Je vais même vous dire jusqu'à Lyon, jusqu'à chez mon père en Provence. Les gens sont scandalisés. Et moi, je le suis d'autant plus parce que ce genre de scandale public, en fait, participe au désamour des électeurs pour les urnes. Que moi, j'entends, oui, bon, tu vois bien, Isabelle, tous pourris. Alors non, pas du tout, pas tous pourris, pardon. Enfin, moi, je ne fais du chantage sexuel à personne. Le fisc peut venir, tout va bien. Non, en fait, ça suffit de penser que tout le monde a les mêmes manières et les mêmes habitudes que Gaël Perdriau, Samy Kifi-Jérôme, l'anglais et compagnie, qui en plus d'être dans de beaux draps ont l'indécence de témoigner sur des chaînes nationales. Moi, je suis éberluée, hallucinée de cette... mais tout comme les habitants, en fait, les habitants du département et de la région, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la métropole est aussi nourrie par nous. Donc,
Non, les gens sont extrêmement choqués. J'espère vraiment que la justice sera intraitable, impitoyable. J'ai entendu beaucoup de gens dans l'économie qui disent que finalement, en ce moment, le système est bloqué un peu, quoi. Le système est... Alors, oui, l'économie tourne au ralenti, tout le monde a un peu cette chape de plomb avec cette histoire d'au-dessus, en attendant de savoir ce qui va se passer. En attendant, moi je vois que le budget des collectivités n'a pas diminué. En fait, pour vous donner juste un exemple, quand on est arrivé en 2020 à la commune de Saint-Chamond, le budget était de 47 millions d'euros, aujourd'hui il est de 67 millions d'euros. Ben, c'est pas la crise pour tout le monde, visiblement. Non, mais je pose la question. Moi, je croyais que c'était la crise et en fait, tous les budgets augmentent. En fait, si c'était la crise, on devrait rendre de l'argent aux contribuables et aux habitants. Enfin, non, moi, je crois pas trop à cette petite musique. Hein. Peut-être que ça a fait changer, et tant mieux, des habitudes de consommation, qu'on va plus proche des producteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que les Français ont du mal à boucler leur fin de mois et que les autorités publiques et ce qu'on appelle les collectivités territoriales vivent très bien. Les indemnités des élus n'ont pas baissé depuis la crise économique. Ça serait une proposition qu'on va faire d'ailleurs à la rentrée pour le budget 2024. Il faut absolument ça. Pour terminer, parce que vous avez beaucoup parlé, on commence à avoir un petit peu soif. On parle d'un remaniement, on parle même du départ de notre première ministre, Madame Borne. Est-ce que vous avez des infos, vous qui... Vous croyez que je suis êtes bien placé, VIP Est-ce que vous avez des souhaits peut-être? Alors moi je vais vous dire Est-ce que vous voyez quelqu'un Premier ministre qui pourrait... on dit beaucoup le mot redresser la France. Moi je vais surtout vous dire mon opinion et qu'on a avec plusieurs élus, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à des élections législatives. Qui serait perdu d'après les... Ouais, mais je pense que c'est la vérité. Je pense que tous ceux qui ont été députés... que ce soit d'une famille politique ou d'une autre, je ne veux pas dire Renaissance ou RN ou qui que ce soit, mais qu'il y a eu quelques braquages dans certaines circonscriptions et que je pense que l'acquis d'avoir un mandat de député n'a pas du tout envie d'être mis en cause. Et pour cause, j'en veux le montant de l'indemnité des députés. Je pense qu'ils ont tout à perdre. Donc s'ils ont envie de gouverner par 49.3, ils le feront. Je pense qu'ils le feront. Après, on n'est pas évidemment dans le secret de Matignon, mais Borne est quelqu'un qui peut sauter à tout moment, comme ce qu'il n'y a pas avec les Marianne Papers, et que malheureusement, Emmanuel Macron considère que ce sont des pions. Voilà, c'est les hommes et les femmes qui travaillent pour lui et qu'il a nommés ne sont que des représentants de lui-même. Donc, je ne pense pas qu'il attache un sentiment particulier à virer ces gens-là ou à les garder. Si on fait une comparaison politique avec l'Italie, on a Madame Meloni qui vient de l'extrême droite, entre guillemets, comme on dit toujours. Qui a la même étiquette. J'ai l'impression qu'elle ne fait pas mieux que nous et qu'elle a mis beaucoup d'eau dans son vin. Donc vous voyez que le pouvoir, c'est quand même compliqué. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi je pense. Mais c'est normal que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Elle fait beaucoup de bien. Elle fait beaucoup. Alors il ne faut pas oublier que la politique italienne et les scrutins italiens ne sont pas les mêmes déjà. Ce n'est pas les mêmes institutions. C'est pas les mêmes institutions. C'est important de rappeler qu'en comparaison n'est pas toujours raison. Alors, en Italie, la première ministre ou le Premier ministre gouverne vraiment. C'est pas le président qui gouverne. Voilà, je vous rappelle qu'on avait dit la même chose de son prédécesseur, monsieur, j'ai évidemment oublié son nom parce que le soleil commence à taper fortement sur ma tête. C'était quelqu'un qui venait de la banque, c'était un financier. Rappelez-moi son nom. Je vous dirais une bêtise, donc Bon, on est tous les deux dans le mal, alors zut. On a perdu le jeu, du précédent Premier ministre qui a fait diminuer... Je me souviens qu'il y avait une publication de Philippe Vardon qui avait annoncé le problème de l'Italie, c'est qu'il change presque toutes les années. Qui avait annoncé qu'au large de la Méditerranée, il y avait 2 fois moins de noyés en mer. En fait, il y avait deux fois moins, 50% de noyades de clandestins en mer. Donc c'est que ça fonctionne en fait. Et je pense que les Italiens, quand on écoute le discours de Giorgia Meloni, on voit que c'est musclé, qu'il y a des actes qui suivent derrière. Donc non, moi je ne vois que du bien. Et si, je pense qu'elle fait mieux que nous. Elle fait mieux que nous. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'arrive pas nous-mêmes à remettre en question la présence d'un criminel sans papier sur le territoire national français, nous on a déjà tout perdu, quoi. Quand on n'arrive même pas à reconnaître ça, quand on voit que M. Astorg, maire d'Annecy, pleurniche dans la presse locale, je l'ai vu ce matin dans le Dauphiné en disant on est extrêmement menacé,
On devait faire un événement avec Solidarité Migrants, on a été obligé d'annuler. Je me dis, mais à quoi pensent ces gens, quoi? À quoi pensent ces gens? Est-ce qu'il est sérieux, en fait? Je crois qu'on a touché le fond quand même. Quelqu'un qui poignarde des enfants de 2 ans, là, je crois. Donc voilà. Au niveau de l'humanité, on a touché le fond, là. Et voilà, et c'est même pas la question, d'ailleurs, c'est même pas avéré qu'il soit chrétien, mais c'est même pas la question qu'il soit venu sur... si vous voulez, il y a aussi cette question, qu'il soit venu de manière régulière. En fait, à droite, on n'a jamais dit, enfin en tout cas dans la vraie droite nationale, on n'a jamais dit qu'on était OK pour l'immigration régulière aussi, quoi. Je veux dire, en fait, ça suffit, on n'a plus les moyens, donc... Il n'y a pas, pour terminer, parce qu'on commence à être long, il y a une question que je ne maîtrise pas, c'est qu'on ne veut pas des migrants, on ne veut pas des clandestins, mais pour des postes où on ne veut pas payer les gens, on prend des migrants et on les paye moins. Et après, on demande leur régularisation, par contre. Donc, il n'y a pas un paradoxe, parce que ce sont les mêmes qui ont ce si, moi, je vais vous dire carte joker conseil départemental. En fait, il faut arrêter de donner plus aux clandestins qu'aux Français. Je regardais encore ce matin, dans un département à côté de chez nous, un couple de 71 et 74 ans qui vivent dans leur voiture parce qu'ils sont fait exclure de leur logement, parce qu'il n'a pas voulu payer parce que le propriétaire n'a pas voulu payer les travaux. Je veux dire, mais en fait, on est où? On est en train de mettre des septuagénaires à la porte qui vivent dans leur bagnole. Et à côté de ça, dans le Formule 1, il n'y a pas si longtemps que ça, le Formule 1 de Laurel Rive de Gier, il y avait des clandestins logés aux frais du contribuable. Donc, tiens, c'est notre tracteur. On va faire la pause. Très bien. Est-ce que vous êtes, pour conclure, optimiste quand même pour l'avenir? Ah, toujours. Vous savez que moi, j'ai qu'une seule citation dans mon cœur, c'est celle de Charles Péguy qui parle de l'espérance, cette petite fille, cette petite vertu pauvre, mais tellement forte et qui tient le monde. Donc moi, vous savez que ma foi est grande dans la France parce qu'elle l'a été. La France a été grande avant nous, elle le sera après nous. Donc évidemment, et si j'avais qu'un seul message à faire passer à ceux qui nous écoutent, c'est toujours garder espoir parce que non, tout le monde n'est pas totalement pourri. Oui, il existe des solutions. Maintenant, il faut trouver le moyen de réveiller les gens pour pouvoir faire appliquer tout ça. Vous vous sentez plus française ou plus européenne? En fait, il n'y a pas de question, je me sens plus française, c'est tout. Donc on se revoit, si j'ai bien compris, pour les élections municipales 2026? Tout à fait. Si on ne se revoit pas avant? Non. Ou pas, je sais pas. Peut-être qu'il va se passer des choses, je vous dirai. Isabelle Surplis, merci beaucoup. Merci Gilles. À bientôt. À bientôt.